Bonjour, bienvenue à cette webdiffusion offerte par la Société de leucémie et lymphome du Canada et intitulée Vos questions sur la COVID-19 et les cancers du sang. Notre conférencier, le Dr Jean-Sébastien Delisle, a généreusement accepté de venir faire le point sur l'état des connaissances et répondre à vos questions en lien avec la COVID-19 dans un environnement changeant où on en apprend à chaque jour. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, Pascal Rousseau, chef des services à la communauté à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. Veuillez noter que vous n'entendrez que ma voix et celle du conférencier. La présentation sera d'une durée d'environ 30 à 40 minutes environ, principalement composée de réponses à vos questions soumises en ligne lors de votre inscription. Notez que nous ne répondrons pas à des questions en direct. La conférence est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet tout en visionnant la présentation. Nous vous enverrons un courriel lorsque le tout sera disponible. Avant de commencer, notre mission est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles. Nous sommes là pour vous aider. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout au long du parcours. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous offrons une variété de services et de ressources éducatives. J'aimerais mentionner le Centre de ressources sur la COVID-19. Nous disposons d'excellentes ressources auxquelles vous pouvez accéder de chez vous, comme une foire aux questions et différentes webdiffusions pour s'adapter à cette nouvelle normalité. La conférence de ce soir sera versée sur le site Internet dans la section « Ressources ». Nous sommes également très fiers de notre tout nouveau programme « Votre vie après le cancer ». Ce programme, le premier du genre au Canada, sera lancé le 2 juin prochain. Il répond aux besoins uniques de notre communauté et offre de l'information, des outils et des ressources pour aider les personnes touchées par un cancer du sang à s'épanouir dans ce nouveau chapitre. Ce programme a été développé en collaboration avec un comité de bénévoles composé de Canadiens touchés par un cancer du sang. Du 2 au 7 juin, plusieurs outils et ressources seront disponibles. Des vidéos, des fiches d'information, des témoignages inspirants de personnes ayant passé par là, et vous pourrez même assister à des webdiffusions en direct. Que vous retourniez au travail ou à l'école après le traitement, que vous soyez aux prises avec le brouillard au cerveau et la fatigue, ou que vous essayez de vous adapter à une nouvelle normalité, ce programme est pour vous. Pour en savoir plus sur les dates, les heures et les modalités d'inscription, veuillez communiquer avec nous ou visiter notre site Internet sllcanada.org. Alors, il est maintenant temps de souhaiter la bienvenue à notre expert invité, le Dr Jean-Sébastien Delisle. Le Dr Delisle est hématologue, chercheur principal et directeur médical adjoint au Centre d'excellence en thérapie cellulaire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il est également professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal. Alors, Dr Delisle, c'est à vous. Oui, bonjour, merci beaucoup. On vient de me dire que mon son était activé. Je viens aussi d'activer ma webcam. Donc, je soumets ma pauvre figure au regard de tous. Si vous avez terminé, Pascal, je peux continuer. Mais si vous avez quelque chose à terminer, allez-y. J'ai l'impression que on vous a coupé un peu sec, là. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est moi qui ai fini sec. J'avais vraiment hâte d'entendre ce que vous aviez à dire. Donc, c'est à vous. La parole est à vous. Parfait. Alors, c'est avec quand même beaucoup d'humilité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je ne suis pas un spécialiste en maladies infectieuses et la COVID-19, comme vous savez, n'existait pas il y a 6 mois. Donc, il est très, très difficile de se prétendre expert et surtout de guider les gens à travers cette tempête. Ce qu'on sait, par exemple, de l'expérience chinoise notamment et de plus en plus de l'expérience européenne, c'est que cette épidémie peut toucher
très durement les patients qui ont des cancers du sang. De tous les patients oncologiques, c'est les patients souffrant de cancer du sang qui sont probablement les plus vulnérables à l'infection. Donc, très brièvement, qu'est-ce que la COVID-19? La COVID-19 est une maladie infectieuse multisystémique, donc ça atteint plusieurs organes du corps, mais ça cause surtout des problèmes graves quand ça s'attaque aux poumons. C'est causé par un coronavirus et des coronavirus, on en a tous déjà attrapé. C'est assez fréquent. Ça cause un petit rhume sans grand problème. Mais certaines souches sont particulièrement virulentes. Il y en a eu plusieurs dans les 20 dernières années. Le SRAS de 2003, le MERS quelques années plus tard, qui a surtout sévi au Moyen-Orient, et celui-ci, qui a pris une ampleur planétaire assez rapidement. Alors, un virus, là, très brièvement, ce que c'est une particule qui a un potentiel de vie, qui est même pas vivant par elle-même, qui a besoin d'un hôte, qui a besoin d'une cellule d'un hôte, donc finalement de vous et moi, là, de patients, pour se reproduire et être resécrété pour aller coloniser d'autres cellules chez d'autres individus. Donc, c'est parfaitement insignifiant comme bébite. Quand on le regarde comme ça, on pourrait pas croire que quelque chose qui mesure quelques nanomètres puisse être aussi dangereux. Mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Les virus étaient là avant nous et seront probablement là après nous. C'est une forme de vie ou de pseudo-vie extrêmement forte et résistante. Donc, il faut apprendre à composer avec ce genre d'infection. Parce que un coup cette pandémie-là passée, ben écoutez, il y en aura d'autres et probablement que beaucoup d'entre vous qui êtes aux prises de façon directe ou indirecte avec les cancers du sang savent déjà que les infections virales sont une menace quand on souffre d'un cancer du sang ou quand on est traité pour un cancer du sang. Donc, voici l'intro. Maintenant, ce qu'on se propose de faire, c'est passer certaines questions qui sont présélectionnées et qui couvrent une bonne partie de la problématique. Et au mieux des connaissances actuelles, d'une part, et au mieux de mes connaissances, j'espère que les deux sont à peu près pareils, bien que c'est difficile. Là, il y a beaucoup de nouveaux articles qui sortent tous les jours au sujet de la COVID-19. Donc, c'est dur de suivre tout ça, mais étant dans un des centres qui a souffert le plus et qui souffre encore le plus de l'épidémie, je peux aussi me baser sur ce qui a été fait chez nous pour éviter que nos unités de traitement de cancer du sang soient affectées trop durement. Et jusqu'à maintenant, ça a assez bien fonctionné, là, bien que malheureusement des patients aient été atteints. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Oui, donc on va, merci beaucoup hein, d'accepter. Là, on comprend évidemment que c'est tout nouveau et qu'il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de questions, puis il y a peu de réponses. Donc, on vous remercie vraiment d'accepter de répondre aux questions. Donc, on va regarder maintenant les différentes questions qui ont été proposées, là, qui ont été posées. Alors, la première, donc spécifique cancer du sang, avons-nous un plus grand risque de contracter la COVID-19 et d'avoir des complications? Aurions-nous une chance d'en guérir? Bon, à ces deux questions-là, la réponse est oui les deux fois. Donc, avons-nous un plus grand risque de contracter la COVID-19? On pense que oui. Et peut-être pas plus de chances d'attraper l'infection, mais plus de chances d'en souffrir. Les premières études qui ont surtout été faites chez des patients hospitalisés, donc des patients là, en plein milieu de leur traitement, là, a montré que ça pouvait être un virus extrêmement dangereux. Donc, évidemment, si on vient de subir un traitement de chimiothérapie ou si on est activement traité, l'infection a beaucoup plus de chances de causer des conséquences graves. Vous savez, dans un hôpital en Chine,
on s'est rendu à des taux de mortalité là, qui dépassaient le 10%. Donc, 10% des gens atteints et détectés qui souffraient d'un cancer du sang en décédaient. Donc, ça peut être assez sévère, mais on sait pas, enfin, on présume que tous ces patients-là étaient très affaiblis là, en plein cœur de leur traitement. Parce que, est-ce qu'on a des chances d'en guérir? Bien, certainement. Plusieurs, puis même certains de nos patients qui ont testé positif, qui ont été malades, s'en sont sortis. Donc, la majorité des patients souffrant de cancer du sang ou ayant souffert d'un cancer du sang vont en guérir, la très grande majorité. Pas une proportion aussi haute que dans la population en général, mais la très grande majorité vont en guérir. Bien, merci. Donc, prochaine question. Certaines personnes qui ont attrapé le virus se sont rétablies et l'ont attrapé une deuxième fois. Comment être immunisé avec un vaccin? Ben, ça, c'est quelque chose dont on n'est pas encore complètement certain. Là, il y a des gens qui disent que sur une poignée de cas, on a vraiment pu confirmer une deuxième infection. Mais ce qui rassure, c'est que la deuxième infection avait l'air d'être moins sévère que la première. Et ça, c'est une notion extrêmement importante. Donc, même si une première infection ne donnerait pas une immunité parfaite, au moins elle donnerait une immunité partielle. Donc, une immunité au moins capable de diminuer l'importance des symptômes. Ce qu'on aurait pu craindre, et moi, c'est ce qui m'aurait inquiété, à la fois pour l'épidémie et le développement éventuel d'un vaccin, c'est que les deuxièmes infections déclenchent une réaction inflammatoire encore plus forte. Il y a des maladies comme ça, où on n'a pas les plus grandes complications la première fois qu'on l'attrape, mais la deuxième puis la troisième fois. Il y a certaines fièvres tropicales qui sont comme ça, et ça me faisait peur beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Ça ne semble pas être le cas en tout cas. Les deuxièmes infections, ne sont pas plus sévères et sont probablement moins sévères. Pour ce qui est de la question du vaccin, il y a des questions un peu plus tard qui vont un petit peu toucher à ça. Un vaccin, techniquement, ou pour la plupart du temps, ce qu'on vise à faire avec un vaccin, c'est développer ce qu'on appelle des anticorps neutralisants. Donc, un anticorps, c'est quoi? C'est une protéine sécrétée à l'extérieur des cellules qui va agripper le virus et va l'empêcher d'infecter la cellule. C'est surtout comme ça qu'on les appelle, et on sait que l'infection ne semble pas causer de très forts taux de ces anticorps neutralisants. Donc, on ne sait pas si un vaccin va être capable de le faire. Par contre, ce qu'un vaccin est capable de faire aussi, c'est stimuler la réponse par un autre type de cellules immunitaires, hein, alors que les anticorps sont produits par des cellules B. Les cellules infectées sont tuées par les cellules T. Et on pense de plus en plus que les cellules T ont un rôle à jouer dans le contrôle de ce virus-là. Et ce qui nous porte à la vigilance ici, c'est que tous les patients qui reçoivent une immunosuppression, c'est surtout les lymphocytes T qu'on atténue. Donc, ça pourrait expliquer en partie la vulnérabilité de certains patients à cette infection-là. Bien, merci beaucoup. Alors, une autre question. Je suis en rémission depuis plus de 10 ans. J'ai 78 ans. Je fais mes achats le matin. Quelles précautions devrais-je prendre? Bon. Là, il y a deux choses qui s'entrechoquent. Il y a le docteur qui aimerait vous dire restez chez vous et sortez jamais. Et il y a le citoyen en moi qui dit ben non, franchement, il faut que les gens vivent. Ça reste un compromis entre les deux. Il faut sortir le moins possible. Et je dirais ça à n'importe qui a 70 ans là. Hein? 70 ans et plus, là, cancer du sang ou pas. Si on vit dans un endroit où il y a beaucoup de COVID, puis bon, l'île de Montréal, l'île de Laval, par exemple,
il faut diminuer les expositions, respecter le 2 mètres de distanciation sociale, porter un masque. Je le recommanderais vraiment, bien que les données vont un peu dans tous les sens là, pour ce qui est du masque. Mais c'est probablement important parce que si deux personnes se parlent avec un masque, le risque de transmission est quand même bien moindre. Nous, à l'hôpital, par exemple, on met des protections oculaires parce qu'on sait que le virus peut entrer dans le corps par la muqueuse des yeux. Bon, si vous voulez vous promener avec un masque à l'épicerie, libre à vous, là, mais ça pourrait, ça pourrait causer des petits chocs. On pense pas que ça soit nécessairement que ça soit nécessaire pour ce qu'on a à faire dans la communauté, mais le masque, le lavage fréquent des mains et la distanciation sociale est extrêmement importante. Il faut pas se gratter les yeux, il faut pas se gratter le nez, il faut éternuer dans son coude. Donc, c'est le type de précaution à prendre, sachant qu'il n'y a pas de risque zéro. On peut toujours l'attraper. Donc, minimiser les risques et puis bien calculer le besoin qui vous pousse à sortir. Est-ce que c'est mieux de sortir une fois puis de faire une épicerie un peu plus grande? Sortir une fois puis demander, je sais pas moi, un complément d'épicerie à un membre de la famille qui est plus jeune. Donc, c'est ce genre de choses-là. En tout cas, moi, c'est les conseils que je formule à ma propre mère, là, qui est très autonome, qui prend des marches, mais qui est extrêmement prudente lorsqu'elle va dans un endroit où il y a du monde, comme à l'épicerie, par exemple. Bien, merci beaucoup. Alors, on continue. Si mon médecin recommande une biopsie, pensez-vous qu'elle sera retardée en raison de la pandémie? Bon, la réponse à ça, c'est oui. OK? Ça dépend toujours pourquoi, là. Par exemple, pour les traitements de si la biopsie est nécessaire pour déterminer quel traitement de chimio vous allez avoir et que cette chimio-là, elle est vitale et qu'elle peut vous guérir ou induire des rémissions, ou si cette biopsie-là est nécessaire pour procéder à un traitement qui peut vous sauver la vie comme une greffe de moelle osseuse, ça ne sera pas retardé. Si c'est une biopsie plus facultative, plus optionnelle, ça pourrait être retardé. Les cancers du sang vont être moins touchés que d'autres cancers. On peut juste s'imaginer que depuis que les hôpitaux sont fermés, la quantité de mammographies qui n'ont pas été faites, de colonoscopies qui n'ont pas été faites. Donc, pour plusieurs cancers dont où la détection précoce change beaucoup de choses, là, ça me peine beaucoup de le dire, mais j'ai peur qu'on voit une espèce de vague de nouveaux cancers après la pandémie. Pour les cancers du sang, ça va être moins, l'impact va être moins grand parce que jusqu'à maintenant, on a réussi pour nos traitements urgents à obtenir tout ce qu'on voulait. Donc, la réponse courte, là, c'est que ça pourrait être retardé, mais dites-vous que si c'est urgent, ça ne le sera pas. Alors, on continue. Plusieurs questions sur cette même acétate en lien avec la greffe de cellules souches. Il y avait beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc, première question, j'ai reçu une greffe de cellules souches il y a 4 ans. Est-ce dangereux pour moi de travailler avec des adolescents, des jeunes adultes? Bien, j'aimerais vraiment beaucoup dire non, mais la réponse à ça est un gros oui en lettres majuscules. Pas tant que les jeunes enfants ou les adolescents sont de bons vecteurs. On pensait que les enfants et les adolescents étaient des gens qui souffraient pas de la maladie, mais qui pouvaient la transmettre. Ils peuvent la transmettre, mais pas plus que personne, là. Ils sont pas des vecteurs plus dangereux que les autres. Sauf que, bon, tu sais, des jeunes enfants, distanciation sociale, 2 mètres, c'est absolument impensable. Chez les adolescents, j'imagine que ça, c'est plus possible. Donc, une greffe de moelle il y a 4 ans, même si
on ne prend plus d'immunosuppresseurs, moi, j'aurais aucune difficulté comme médecin à signer une exemption pour faire en sorte que ces gens-là soient réassignés, puissent faire du télétravail ou tout simplement ne pas travailler là dans les prochaines semaines ou mois, assurément. Et on a demandé aussi combien de temps, bon, vous avez un petit peu répondu, là, mais combien de temps après une greffe de cellules souches, le système immunitaire revient-il à la normale? Bon, ça ça dépend. Je pense que ce qui est sécuritaire de dire, c'est que le système immunitaire ne revient jamais complètement à la normale. Souvent, ça nous arrive de voir des patients 10-12 ans après avec une infection que généralement les gens, disons, normaux n'attrapent pas. Ça arrive. Bien que dès qu'on arrête de prendre des immunosuppresseurs en allogreffe, OK, donc une greffe allogénique là, qui vient de quelqu'un d'autre, disons que 3-4 mois après avoir cessé les immunosuppresseurs, on a une immunité quasiment normale. OK, elle n'est pas normale, là. Si par exemple, là, vous allez dans ce que je recommande à personne, là, mais s'il y avait une personne infectée dans une rencontre de 100 personnes, je peux gager à peu près n'importe quoi que les gens qui ont eu une greffe dans la dernière année vont être beaucoup plus susceptibles de l'attraper. Donc, au moins un an et ou 4, 3, 6 mois après l'arrêt des immunosuppresseurs, on a quelque chose d'un système immunitaire à peu près normal, mais jamais complètement. Et après une autogreffe, ben là, c'est un petit peu plus facile. Après 3 mois, c'est pas si mal. Après 6 mois, c'est encore mieux. Puis après un an, franchement, c'est pas mal de retour à la normale. Et est-ce que le rejet chronique suite à la greffe rend plus vulnérable pour contracter la COVID-19? La contracter, je ne sais pas, mais pour en souffrir, assurément. Puis bon, nous, on a des grandes craintes pour nos patients qui souffrent d'un rejet chronique localisé dans les poumons, qui ont très peu de réserve pulmonaire. Ça, on sait que si le virus frappe là, ça va être extrêmement problématique. Donc, il y a deux choses qui peuvent gêner lors d'un rejet chronique. C'est le fait que certains organes, comme les poumons, sont déjà endommagés. Et deux, la prise continue d'immunosuppresseurs qui va vraiment affaiblir les défenses de l'organisme. Donc, nos patients en maladie du greffon de l'hôte chronique, comme ça, en fait, nos recommandations sont assez sévères pour ce qui est de distanciation, pour ce qui est de lavage de mains, de ne pas trop sortir de chez soi, d'éviter l'hôpital quand c'est possible. Donc, on a fait beaucoup, par exemple, de suivi téléphonique auprès de ces gens-là. Puis on les faisait venir en clinique, là, une clinique qu'on a gardée froide, là. Donc, c'est-à-dire exempte de patients suspects de COVID. On les fait venir en clinique le moins souvent possible quand même. Et quelqu'un demandait, j'ai reçu une greffe de cellules souches en 2014, j'ai reçu les vaccins comme les enfants, suis-je immunisé comme un enfant versus la COVID-19? Encore une fois, j'aimerais ça dire oui, mais là, la réponse est non, encore, malheureusement. Parce que quand on revaccine après une autogreffe ou même une allogreffe, souvent, on revaccine un vieux système immunitaire. Et quand le système immunitaire est plus vieux, vient de soi-même ou d'un donneur là, qui est à l'âge adulte, la diversité des cellules immunitaires, donc le potentiel de pouvoir répondre à un grand nombre d'infections, faiblit beaucoup. Donc, ce qu'on tente de faire
après une greffe, c'est de tenter de rebooster en quelque sorte ce système immunitaire-là qui est vieux des, euh, contre des pathogènes, contre des microbes connus, là, donc les maladies infantiles. Et ça marche. Je pense que nos vaccins fonctionnent assez bien. La seule exception que je pourrais voir à ça, la seule catégorie de patients qui peut avoir un système immunitaire à peu près normal, c'est ceux qui ont reçu des greffes de sang de cordon ombilicaux, parce que eux ont vraiment reçu un système immunitaire d'enfant. Donc ça, déjà, ça les rend un peu meilleurs, mais ça prend du temps, là. Ça prend 1 an ou 2 avant qu'on acquiert une immunité qui soit potable. Parce qu'au contraire, au début, après la greffe, les cordons sont encore plus vulnérables. Et l'autre chose, c'est que on n'a pas de vaccin anti-COVID-19 ou anti-coronavirus. Donc, tous les vaccins reçus après la greffe ciblent des microbes qui ne sont pas la COVID-19. La raison pour laquelle les enfants, et on ne le sait pas encore complètement, là, mais la raison pour laquelle les enfants résistent bien à cette infection-là, c'est probablement qu'ils ont un système immunitaire diversifié, capable d'identifier vite ce nouveau microbe-là et l'éliminer, ce qu'une personne âgée n'est pas capable de faire. Donc, suite à une greffe de moelle, la diversité ou le potentiel immunitaire ne va pas en s'accroissant, généralement, il va en diminuer. Donc, même si on prend des immunosuppresseurs ou qu'on n'en prend pas, une greffe qui aurait eu lieu il y a 5-6 ans comme ça, moi, j'aurais tendance à dire à cette personne-là que oh non, la vulnérabilité au COVID-19 est encore un peu plus grande que serait la vulnérabilité de quelqu'un de normal. Et si cette personne-là prend vraiment des immunosuppresseurs, ben là, elle est vraiment plus vulnérable. Mais merci beaucoup. Alors, on continue. J'ai eu des traitements de chimiothérapie en 2018. Est-ce que je suis plus à risque de contracter la COVID-19? Bon, ça dépend quoi comme traitement de chimiothérapie, évidemment, mais si il y a certaines chimiothérapies qui sont extrêmement dures sur le système immunitaire, puis le système des cellules B et T, hein, dont je vous ai parlé tantôt, là, qui sont la clé de l'immunité contre ce virus-là. Donc, il y a certains régimes là qui sont très, très durs. Par exemple, un médicament qui est de la fludarabine ou Fludara pourrait rendre les gens susceptibles à assez long terme. Les gens qui ont reçu du rituximab, traitement de lymphome, pourraient en principe être plus vulnérables à assez long terme également. Donc, un peu comme pour la greffe, là, j'aurais tendance à calculer en années le temps que ça prend avant de revenir. 2018-2020, écoutez, c'est pas la situation la plus dangereuse qu'on a eue dans les questions jusqu'à maintenant. Hein, c'est quelqu'un qui aurait reçu, je sais pas moi, une ronde de chimio pour traiter un lymphome ou une induction consolidation pour traiter une leucémie aiguë. Cette personne-là, actuellement, elle est plus vulnérable, mais probablement pas par une marge très significative. Merci. Est-ce que le fait de recevoir des immunoglobulines, pardon, des IVG, peut me protéger contre la COVID-19? Bon, c'est une excellente question. Les immunoglobulines sont des anticorps. Hein, ce qu'on prend, c'est qu'on prend des centaines ou des milliers de donneurs de sang. On prend leur plasma, puis on isole et on concentre les anticorps. Puis après ça, on les donne aux patients pour toutes sortes de raisons. Et la réponse à ça, c'est les immunoglobulines pourraient protéger si les donneurs avaient des forts taux d'anticorps neutralisants. Donc, on ne sait pas encore si l'infection amène des anticorps neutralisants. On n'est pas sûr du tout. L'autre chose, c'est que on ne
on ne pense pas que la majorité des anticorps contenus là-dedans vont cibler des coronavirus. Ils vont cibler beaucoup d'autres microbes, mais pas nécessairement des coronavirus. Donc, je pense pas que ça aide beaucoup contre cette infection-là en particulier, mais ça nuit pas, dans le sens où il est possible que le coronavirus qui cause la COVID-19 enclenche des réactions immunitaires qui ressemblent à celles contre d'autres coronavirus. Et je vous ai dit qu'on était tous touchés par des coronavirus ou presque pendant nos vies parce que c'est extrêmement commun. Donc, ça serait possible. Il y a une étude en cours, puis notre centre y participe, où on va utiliser du plasma de patients qui ont eu la COVID et qui en sont guéris. Puis, on va infuser ce plasma-là à des patients malades. Ce qu'on pense, c'est que s'il y a des anticorps neutralisants dans ces plasmas-là, ben, ils vont réussir à limiter l'infection chez les patients. Alors là, ça, c'est très, très, très ciblé. Et ça suit le principe de d'autres produits, par exemple, contre le virus CMV, contre le virus de la varicelle. Il existe des concentrés d'anticorps qui viennent de donneurs volontaires, là, qui ont, suite à ces infections-là, développé des taux d'anticorps incroyablement hauts. Donc, on prend ces donneurs-là, on utilise leur plasma, puis on donne ça à des patients qui ont, eux, peu d'anticorps ou qui sont immunosupprimés ou qui souffrent de cancer. Donc, le principe est bon. Oui, des gamma-globulines injectées peuvent prévenir. Maintenant, on n'en trouvera pas beaucoup dans les formulations commerciales des immunoglobulines intraveineuses actuelles. On ne sait pas si cette infection-là amène des anticorps neutralisants de façon appréciable. Donc, écoutez, c'est le principe de précaution ici. Quelqu'un qui vient de recevoir ces gamma-globulines ne devrait pas dire hey, « il fait beau en fin de semaine, je m'en vais au barbecue de mon beau-frère où on va être 40. » Non, vous ne serez pas plus protégé. Donc, il faut prendre pour acquis que ça ne protégera pas. Et puis, savez-vous quoi? Si je me trompe et que ça protège un peu, tant mieux, mais il n'y a très clairement pas de risque à prendre. Message reçu. Donc, les traitements de maintien au Rituxan aux 2 mois augmentent-ils les risques de complications à la COVID-19? Je n'ai pas vu de données là-dessus, mais on pourrait présumer que oui, dans le sens où le rituximab ne tue pas juste les cellules B cancéreuses, mais tue les cellules B, point. Donc, les cellules B saines, celles qui produisent des anticorps. Donc, et ça, on n'est pas encore certain, mais si les anticorps sont importants pour prévenir ou disons, combattre cette infection-là, ben, le Rituxan n'est pas une bonne idée. Et on sait que dans plusieurs situations cliniques, le rituximab est associé à la survenue de plusieurs infections. Donc, ce qu'on a fait, nous, au départ, on a considéré que c'était un des premiers traitements qui était pour sauter ça, si l'hôpital devenait ingérable à cause de la COVID-19. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit, ben écoutez, c'est bon, le traitement de maintien au Rituxan, mais c'est peut-être pas capital et ça pourrait peut-être même potentiellement être dangereux. Donc, et encore une fois, là, il n'y a pas de données, il n'y a personne qui a étudié ça. Mais encore une fois, le principe de précaution nous dit que, écoutez, c'est un médicament qui affaiblit le système immunitaire, donc c'est probablement un traitement qui peut rendre susceptible à la COVID-19. Autre question, je suis atteinte de LLC, donc leucémie lymphoïde chronique. Quel est le degré de danger pour moi? Bon, ça non plus, il n'y a pas eu d'études directement, mais la LLC est une bébite particulière au niveau du système immunitaire. Même quand on n'est pas traité, puis que la LLC est juste observée, il y a des
problèmes immunitaires. Des fois, ça peut être des problèmes auto-immunitaires, c'est-à-dire que le système immunitaire est déréglé et s'attaque aux tissus normaux du patient et peut prédisposer à certaines infections. Ça dépend du degré, ça dépend du stade de la maladie, ça dépend de plein de choses. Donc, la maladie elle-même est immunosuppressive. Si c'est une LLC traitée, ben, les traitements amènent eux aussi une certaine forme de vulnérabilité. Il y a un article qui est sorti qui est fascinant, c'est sur l'ibrutinib. L'ibrutinib ou Imbruvica, qui est un traitement de la LLC. Ce traitement-là pourrait stimuler la réponse immunitaire contre la COVID et minimiser le dommage aux poumons. Mais encore une fois, c'est quelques patients rapportés très succinctement dans la littérature médicale. Donc, toujours à prendre avec un grain de sel, mais comme régulateur du système immunitaire, l'ibrutinib est une molécule là, dans d'autres conditions qui s'est avérée extrêmement prometteuse. Donc, la réponse à celle-là, c'est oui, la LLC prédispose à la maladie, ces traitements prédisposent encore davantage, mais peut-être que l'ibrutinib est protecteur, mais un gros peut-être ici. Donc, prudence, là aussi, les mêmes recommandations, masque, distanciation, lavage de mains, et on ne sort pas trop souvent. J'ai la LLA, la leucémie lymphoïde aiguë. J'ai reçu une greffe il y a 3 ans. Comment savoir si mon système immunitaire est suffisamment fort pour surmonter la COVID-19? Alors, ça va recouper la réponse de d'autres questions. S'il y a eu un arrêt des immunosuppresseurs depuis au moins 6 mois, ben, je dirais que c'est pas si mal. Mais il n'y a pas vraiment de test pour savoir si on est prêt à lutter contre cette infection-là. La seule façon de le savoir, ça serait de l'attraper, puis évidemment, ça, on recommande ça à personne. Donc, je dirais qu'après une allogreffe, 3 ans, s'il n'y a pas d'immunosuppresseur, encore une fois, le système immunitaire ne sera pas normal, mais il ne sera pas terriblement déficient non plus. Prudence, évidemment, mais dans ces cas-là, moi, j'aurais bon espoir que les patients s'en tirent bien, surtout s'il n'y a pas de maladie du greffon contre l'autre concomitante, pour les raisons que j'ai expliquées tantôt. Comme mes globules blancs sont moins nombreux depuis mon diagnostic de leucémie, entre 3000 et 3500, suis-je considérée plus fragile? Vous êtes considéré plus fragile pour toutes les raisons que j'ai mentionnées avant, mais les globules blancs à 3000-3500 ne devraient pas ajouter beaucoup au risque. Puis je m'explique, c'est parce que la très grande majorité de ces globules blancs-là sont des neutrophiles. Et les neutrophiles ne sont pas si importants que ça pour combattre l'infection. Ils peuvent participer à la réaction inflammatoire qui va avec, là, mais c'est pas les globules blancs principaux. Les principaux sont les lymphocytes T et B, qui sont généralement abaissés chez les gens qui ont reçu une chimiothérapie ou qui peuvent simplement être plus bas à cause de la maladie elle-même. Donc, oui, vous êtes considéré fragile. La réponse ici, en fait, pour les cancers du sang, c'est assez facile. Il y a peu de situations où on est, disons, où notre risque est aussi bon que la population en général. Il faut juste savoir moduler, suis-je à très grand risque ou à peu de risque. Et là, je dirais que si c'est une leucémie, par exemple, leucémie lymphoïde chronique qui n'a pas été traitée, les globules blancs marginalement bas, c'est une vulnérabilité moyenne. Si c'est une leucémie post-traitement, puis les globules sont à ce niveau-là, c'est probablement
faible à modéré comme facteur de risque additionnel par rapport à la population en général. Donc, a priori, c'est pas le décompte de blanc moi, c'est pas ça qui m'inquiéterait. C'est vraiment le type de leucémie, le timing des traitements et puis la capacité pulmonaire de base. Parce qu'il faut pas oublier que les autres maladies demeurent. C'est quelqu'un qui souffre d'un cancer du sang puis qui est un asthmatique sévère m'inquiéterait beaucoup plus sur la base de l'asthme parfois que du cancer du sang. Même chose pour un patient qui serait diabétique, par exemple. Le diabète est un facteur de risque pour les complications liées à la COVID. Donc, des fois, c'est pas tant le diagnostic de cancer qui m'agace que ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les maladies qui sont présentes en même temps. Alors, quelques autres questions ici sur cette diapositive. Je suis atteint d'un lymphome non-hodgkinien en rémission, mais toujours sous observation. Suis-je plus à risque de développer des complications? Toujours sous observation, LNH en rémission. Écoutez, risque ajouté faible, mais risque ajouté. Donc ça, si par exemple c'était un LNH après une première ligne de traitement, par exemple AirChop, plusieurs mois après la fin des traitements, sous observation, oui, il y a un risque plus élevé que la moyenne des ours, comme on dit, mais c'est pas un risque ajouté qui est très, très grand. Je prends de l'imatinib pour traiter une leucémie myéloïde chronique. Est-ce que je suis plus à risque de complications si je contracte le virus? Bon, les inhibiteurs de kinase, donc l'imatinib et compagnie, ont tous des vertus immunosuppresseurs. Est-ce que c'est des vertus immunosuppresseurs, disons, grandes? Ça varie. L'imatinib est pas si pire. Le dasatinib, par exemple, lui, est clairement plus immunosuppresseur. Et là, je peux peut-être ouvrir juste une petite parenthèse. Ces médicaments-là sont souvent non seulement affaiblissent le système immunitaire, sont immunosuppresseurs, mais sont aussi anti-inflammatoires. Et il y a toute une branche du traitement de la COVID-19 qui est de traiter l'excès d'inflammation avec des fois des médicaments qui ressemblent à ça. Donc, il serait pensable que l'imatinib ou le dasatinib mettent les gens plus à risque d'attraper l'infection, mais peut-être moins à risque de développer une réponse inflammatoire sévère dans les poumons. C'est pas encore prouvé ça, mais c'est possible. Par exemple, on sait qu'un autre inhibiteur de kinase, par exemple, utilisé pour traiter des syndromes myéloprolifératifs, le ruxolitinib ou Jakavi, est en étude clinique, non pas pour prévenir, mais bien pour traiter la réponse inflammatoire exagérée qui arrive avec la COVID. Donc, on a un immunosuppresseur qui est utilisé pendant une infection, mais surtout pour réduire l'excès d'inflammation, parce que ce qui tue, finalement, c'est certainement pas juste le virus, c'est la réaction inflammatoire exagérée qu'il y a dans les poumons des patients. Donc, la réponse ici est plus compliquée, mais moi, je dirais qu'imatinib augmente le risque d'attraper la maladie de par ses propriétés immunosuppressives. Et je souffre de la maladie de Waldenstrom. Mes IgA et IgG sont à 0,26 et 3,16. Est-ce que cela me met à risque? Dur à dire. Premièrement, 3,16 d'IgG, c'est bas. Mais je vous ai dit tantôt que si on augmentait ça avec des gamma-globulines intraveineux, on n'est pas sûr que ça aide. Et aussi, en lien avec ce que je vous ai dit tantôt, on n'est même pas sûr que l'immunité par anticorps soit nécessairement l'immunité la plus importante pour combattre cette maladie-là. Donc,
encore une fois, en étant très prudent comme professionnel de la santé, je dirais que oui, ça augmente le risque, faiblement ou modérément, je le sais pas. Euh, mais j'ai certainement pas la preuve. Si le Waldenstrom est sous traitement, ben là, par exemple, avec du bortezomib ou d'autres choses, il pourrait y avoir là aussi un excès d'immunosuppression, donc mettre le patient un peu plus à risque. Euh, c'est possible. Donc, principe de précaution, restons tranquilles, mais le risque ajouté ne devrait pas être si pire. Quel degré de précaution à prendre pour un parent avec une leucémie myéloïde chronique qui cohabite avec des adolescents qui travaillent ou qui voient quelques amis? Bon, non, ça sera pas une excuse pour mettre les adolescents dehors. Désolé. On peut très bien vivre dans une famille où il y a des contacts à l'extérieur, mais évidemment, il y a probablement quelques précautions à prendre. Et savez-vous quoi? C'est impossible de se protéger à 100%. Puis on le voit là, même malgré nos efforts, on tente de limiter les risques, sachant que le risque zéro n'existe pas. La LMC, dépendamment de ce qu'on prend comme médicament, va amener différents niveaux d'immunosuppression. Et ça, c'était une des questions précédentes. LMC sous imatinib, écoutez, je ne suis pas trop nerveux. Leucémie myéloïde chronique sur dasatinib, là, par exemple, ça commencerait à me chatouiller un petit peu. Bon, il faut probablement encourager tout le monde à se laver les mains, encourager les adolescents qui travaillent et qui voient des amis à l'extérieur de le faire de façon civile selon les nouvelles règles, c'est-à-dire de respecter la distanciation et les équipements de protection personnelle, notamment les masques, lavage de mains, etc. Il n'y a aucune façon de s'assurer que les ados vont faire ça, mais bon, le message qu'on reçoit, c'est que beaucoup ont été conscientisés et comprennent le fait qu'ils puissent servir de vecteur et, disons, infecter leurs proches. Donc, la distanciation, c'est pas tant à l'intérieur de la maison qu'il faut l'appliquer, mais bien à l'extérieur pour, en quelque sorte, minimiser les risques et garder une vie familiale là, qui a du bon sens. Mon père est en rémission d'un myélome et prend 10 mg de Revlimid. J'espère que je l'ai bien dit. Peut-il sortir faire ses courses en portant un masque? Le Revlimid est un immunomodulateur. Il peut avoir un effet sur l'immunité. C'est loin d'être le pire des médicaments. Je vous dirais le moins possible sortir, toujours avec un masque. Encore une fois, sur des données que j'ai pas, là, c'est vraiment mon feeling ici, là. Et l'autre chose, c'est que si le patient doit sortir, non seulement juste pour faire des courses, mais juste pour pas devenir fou chez lui, ben, écoutez, c'est correct. C'est pas une vulnérabilité, là. Il n'y a pas une vulnérabilité ajoutée qui est immense, a priori, là, avec le Revlimid. Puis bon, si on prend les précautions d'usage, le risque est assez faible. Puis si on l'attrape, le Revlimid, selon ses propriétés connues, ne devrait pas augmenter tant que ça les symptômes. Mais que sait-on? On n'est pas encore très connaissant là-dessus. Donc, le moins possible, mais oui, s'il faut sortir, il faut sortir. Bien, merci beaucoup. Ça fait le tour de nos questions. Donc, Dr. Delisle, merci encore une fois d'avoir pris le temps dans votre horaire chargé de répondre aux questions. C'est vraiment très, très, très apprécié. Merci beaucoup. Ben c'est très gentil. Merci à la Société Leucémie Lymphome d'organiser ça.
on tente de faire le même genre de counseling, là, on prodiguer les mêmes conseils aux patients à qui on parle au téléphone ou qu'on voit en clinique. Puis, ben, malheureusement, il y a les degrés d'incertitude qui demeurent. On avance un peu à tâtons là-dessus, là. Il faut que tout le monde réalise ça. Et avant toute chose, faut maintenir le principe de précaution le plus possible. Ben, merci énormément. On remercie également nos commanditaires qui ont rendu cette web diffusion possible. Alors, merci beaucoup à leur soutien. Avant de vous quitter, je désire vous rappeler que la semaine prochaine, vous aurez accès à du contenu et à des ressources très variées dans le programme Votre vie après le cancer. Je mentionne également la prochaine web diffusion, mercredi le 3 juin prochain, à 14 heures, sur le stress, la pensée positive et le cancer, qui sera offerte par la docteure Josée Savard, qui est docteure en psychologie clinique à l'Université Laval. Alors, vous pouvez visiter notre site Internet pour vous inscrire. Je vous rappelle également que si vous êtes à la recherche de ressources et ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 1-833-222-4884 au poste 1014 ou par courriel à québecinfo@commercial-lls.org. Vous n'êtes pas seul et nous sommes là pour vous aider. Prenez note qu'un court sondage vous sera envoyé après la webdiffusion. Donc, s'il vous plaît, prenez un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier des événements en ligne utiles pour vous dans un futur rapproché. Alors, restez prudents, prenez soin de vous et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à l'équipe. Merci, Dr. Delisle.